Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. L'affaire que nous traitons aujourd'hui pourrait vous paraître à la limite de la vraisemblance et aussi parce qu'elle a déjà été utilisée comme point de départ pour un feuilleton, un scénario de film et une pièce de théâtre. La version que nous en donne aujourd'hui Jacques-Antoine est la version strictement officielle, telle qu'elle ressort des enquêtes de police et des témoignages entendus au procès. Mai 1967, à San Diego, en Californie du Sud. Le destroyer Knog, du 11e district naval US, rentre à son port d'attache après les manœuvres du Pacifique. Jay Benson, quartier-maître, chef de pièce, 30 ans, regarde la ville. Il n'est pas très grand, cheveux châtains en brosse, les yeux bleus. Il gagne ce que gagne en France un directeur de petite usine, mais il s'ennuie. Il était impatient de revoir la terre. Dame, un mois en mer, c'est long. Mais maintenant, il soupire. À terre, c'est toujours la même chose. On se promet monts et merveilles, et puis rien. La solitude, une cuite par-ci par-là. Jay Benson est un homme timide. Dans une ville de gens trop vieux, il y a 150 000 habitants à San Diego, 10% sont des amiraux dorés, des sous-officiers un peu raplapla. Tous les retraités de la marine américaine de guerre se retirent ici. Il ne peut tout de même pas passer son temps au musée d'anthropologie ou à l'auditorium en plein air. Quant au musée aztèque, des souvenirs de la conquête espagnole, il connaît ça par cœur. Jay vient de passer au contrôle du port. Son seul espoir, que Tim soit là. Il se renseigne au bureau? Non. Le quartier-maître Tim Koenig est parti en manœuvre depuis 2 jours. Ah, décidément, Jay n'a pas de chance. Tim est son seul copain. Mais ils sont quartier-maîtres tous les deux et ne partent jamais en même temps. Jay espère qu'un jour, ils auront bien la chance de passer ensemble 1 mois à terre. Jay se dirige vers le nord, le quartier résidentiel, immeuble et villa pour gens huppés. Dans une belle résidence rose, Jay habite un appartement de 3 pièces, plus petite cuisine et salle de bain, le tout climatisé. Il s'habille en civil, cravate? Non, nœud papillon. Il sort, le voilà dans la rue. Que faire? Il est 5 heures. Se promener au parc Balboa, au sud. Monter au nord-ouest, vers Holton, la vieille ville espagnole. Oh, beaucoup de fleurs, et puis après. Ce qu'il lui faudrait, c'est un bon coup de jazz. Pour cela, il faut aller au sud de la ville et poser là-bas la première pierre de ce dossier extraordinaire de la police. Jay traverse donc les marchés de fruits et de légumes de ce quartier de San Diego. Oranges, pommes, melons, grenades en pyramide ruisselantes de couleurs. Après, la 2e avenue devient une espèce de Saint-Germain-des-Prés à la mode US. Petits hôtels, mauvais garçons en blue jean, stand de tir, éventaire à hot dog, bistrot. Plus loin, la population devient mexicaine, noire. Ici, une petite explication. Comme beaucoup d'Américains de cette région, Jay est un peu raciste sur les bords. Léger mépris des dargos. En argot, ce sont les moricots, les bâtards, les mal blanchis, etc. Mais s'il n'est pas assez lucide pour se rendre compte qu'il s'ennuie parce qu'il a peur de vivre, Jay est attiré et impressionné par la vitalité des dargos, leur joie de vivre. Le voilà donc hésitant, arrêté devant un stand de tir. Machinalement, il pose 10 cents sur le comptoir. Un gros Mexicain, sale, lui donne un fusil. Il tire sur une pipe et la brise. Recharge et va tirer à nouveau lorsqu'un coup de feu éclate. La pipe qu'il visait s'est brisée. Jay, qui entend un éclat de rire, se retourne. Une très jolie fille en robe blanche imprimée, encre marine et petit Popeye, le regarde, se détourne, charge son fusil, ferme les 2 yeux et tire encore. Jay rit car elle a raté. Oh, ce doit être une dargo, les cheveux noirs, trop noirs, mais bon sang. C'est tout de même une bien belle fille. Posément, Jay tire, casse une pipe et entend un sifflet d'admiration. C'est elle qui a sifflé. Jay se demande si elle se moque de lui. « Désolé pour la pipe, je l'ai cassée par erreur, dit-elle. Oh, ce n'est rien.
Il pense qu'elle n'a pas l'accent des Mexicains. Le Mexicain de la baraque sourit à son tour. G, gêné, regarde les beaux cheveux noirs, la somptueuse queue de cheval, et s'enhardit. « Vous êtes américaine ?» Et du tac au tac. « Vous êtes marin ?»« Vous me trouvez trop brune ?»« Oh, vous n'êtes pas trop brune, Elle rit. Un rire frais, liquide. G est ému par ce rire. Il dit « Je suis très maladroit. » Puis il lui demande pourquoi elle pense qu'il est marin. « Oh, la démarche. » Et puis, ici, il n'y a que des marins. Il regarde la petite robe avec des Popeyes et des encres marines. Vous savez, ce n'est pas par amour des gens de mer, c'est parce qu'elle était dans mes prix. Et elle rit encore, de ce rire qui émeut tant le brave G. Alors il l'emmène prendre un verre, puis dîner, puis danser au Hellstep, les marches de l'enfer. Un boui-boui, mais un bon quartet, celui du puissant Mike. Il est minuit passé et tout à coup, il s'aperçoit qu'il ne sait même pas le nom de la fille. Je m'appelle Suzanne Brooke Miller, mais on m'appelle Sue. Sue est originaire des collines du Nord. Orpheline aux cheveux noirs, un de ses ancêtres a peut-être fauté il y a un siècle avec une Mexicaine. Elle est secrétaire au centre civique. Mais une belle jeune fille américaine, un peu blagueuse, c'est chouette. Quand G se lève pour danser, il n'ose pas trop la serrer, car ce n'est déjà plus une simple aventure. 3 semaines plus tard, G et Sue sont mariés. Il ne sait rien d'elle, elle ne sait rien de lui. Ils ne parlent pas d'hier ni de demain, ils parlent d'eux et du présent. La lune de miel dure depuis 8 jours lorsqu'on sonne. G quitte Sue à regret pour ouvrir. C'est Tim, son meilleur ami, un grand brun au nez épaté, aux yeux vifs et rieurs. Ils ont tant de choses à se raconter qu'ils parlent ensemble et qu'ils ne s'entendent pas. Sue apparaît à la porte en pyjama, les cheveux dans la figure. La conversation s'arrête. G prend une grande respiration et se frotte le torse pour dire fièrement « Je te présente ma femme ». Quand 1 semaine plus tard, la lune de miel est interrompue par le départ de son mari, Sue pleure beaucoup. G décide qu'il ne peut pas la laisser un mois se morfondre toute seule dans une ville où elle ne connaît personne. Tim s'occupera d'elle, la sortira, en prendra soin. C'est comme si je te confiais à mon frère, car Tim, c'est mon frère. Très emprunté, Tim joue en effet les grands frères. Il se creuse la tête chaque jour pour savoir comment la distraire. En ce mois de juin 1967, il fait très chaud et souvent, après une visite au musée ou un dîner dans une auberge, Tim emmène Sue à la plage. Ils ne se parlent pratiquement pas. Sue se rend compte qu'une gêne s'établit entre eux, mais elle ne sait pas pourquoi. Quand le soir, Tim l'emmène au bout de la jetée, dans un petit restaurant, manger du poisson frais, elle ne comprend pas pourquoi elle est là avec Tim. Ce devrait être la place de G. Et puis un jour, qu'ils sont allongés sur la plage, elle s'endort profondément sous le soleil de plomb. Un contact la réveille. Elle sent le corps de Tim contre le sien. Maintenant, elle comprend. Elle comprend la gêne qu'il y a entre eux. Mais elle est attirée, elle aussi. Ils s'enlacent et leurs lèvres se rencontrent. Quand Tim raccompagne Sue, tous deux sont silencieux. « Je suis très croyante, je ne peux pas tromper mon mari, dit Sue. Passez me voir demain matin, j'aurai trouvé une solution. » La nuit que passe Sue est atroce. Elle doit bien se l'avouer, elle est amoureuse de Tim. Le lendemain matin, plein d'appréhension, Tim sonne à la porte de l'appartement de ses amis. Sue ouvre et elle a retrouvé sa gaieté. « Sue, je suis un ami indigne. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la solution. J'ai décidé qu'en attendant le retour de G, j'irai soigner ma tante Livia. Par contre, je vais dire à Pearl de venir ici. » Mais qui est Pearl ? Ma sœur jumelle. Tim a beau protester, Sue n'en démord pas. Et dès le surlendemain, Tim viendra rendre visite à Pearl et la sortira. Vous verrez, elle est bien plus jolie que moi. Le regard de Sue est plein d'humour et son sourire ironique intimide Tim et l'empêche de protester. Professionnel, avec les restrictions imposées par les zones à faible émission, vous souhaitez passer à l'électrique. Renault vous accompagne avec sa gamme d'utilitaires e-tech 100% électrique. Kangoo Van, Trafic Van et Master avec une autonomie jusqu'à 460 km. Jour Pro Plus du 21 au 30 octobre. 2 mois de loyer offerts.
Nouveau master selon version, cycle WLTP. Deuxième et troisième loyer offert pour crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accordiaque, selon stock du 1er au 31 octobre. Conditions sur professionnel.renault.fr. Le lendemain, Pearl, la femme qui apparaît à Tim dans l'encadrement de la porte, a un chignon. C'est bien la seule chose qui la différencie de Sue. Il la détaille, il est renversé par la ressemblance. Il fait avec Pearl les mêmes sorties qu'avec Sue, pizzeria, musée, promenade en mer. Tim a transféré son amour. Pour lui, aimer Sue ou aimer Pearl, c'est la même chose. Mais avec Pearl, c'est permis, car elle est libre, et Pearl a du goût pour lui. Il en est sûr. Tellement sûr que 8 jours plus tard, quand Jay débarque, qu'il trouve son appartement vide et se précipite chez son meilleur ami, Tim lui présente sa femme. Jay n'en revient pas. Il ne savait pas que Sue avait une sœur jumelle. Il est vrai, et qu'ils n'ont jamais parlé de leur famille. Mais quelle ressemblance! Même démarche, même voix! Puis Pearl explique. Pour toute famille, il ne reste à Sue et à elle que tante Livia. Elle n'en parlait pas car la pauvre femme est infirme. Jusqu'à présent, c'est Pearl qui l'a soignée. Mais maintenant qu'elle s'est mariée à son tour, elle et sa sœur ont décidé de se relayer. D'ailleurs, c'est simple. Puisque leurs maris ne sont jamais là ensemble, elles se succéderont au chevet de tante Livia, suivant l'absence de leurs maris respectifs. Ah, Jay trouve l'idée formidable. Il est tellement attendri par le récit de Pearl. Elle est vraiment très jolie, moins pétulante peut-être que sa femme, mais plus racée. Ah, n'empêche que Sue est la plus belle. Et puis, n'est-ce pas extraordinaire? Les 2 meilleurs amis du monde mariés avec les 2 plus belles jumelles du monde. 6 mois vont passer. Sue, au volant de la voiture que Jay lui laisse toujours en son absence, quitte San Diego et se rend à Las Salinas, à peine à 30 km. Elle entre dans un immeuble. Dans un appartement, elle sort de l'armoire les vêtements de Pearl. Elle change de lingerie entièrement, se fait un chignon. Si elle le pouvait, elle changerait même de peau. Car, bien entendu, il n'y a pas de Pearl, il n'y a pas de tante Livia. Il n'y a que Sue qui aime Jay et qui aime Tim. Pour se simplifier la vie, elle a imaginé de se dédoubler. Elle a inventé la sœur jumelle. Ainsi, la morale est sauve. Elle a 2 maris, mais personne ne le saura, surtout pas les maris. Pour le moment, elle se trouve bien ainsi. Quand elle sort de l'appartement, elle n'est plus la même femme. Pas seulement au niveau du physique, mais même les attitudes. Elle change de mentalité tout naturellement. Avec Jay, elle est Sue la pétulante, joyeuse, blagueuse. Avec Tim, elle est Pearl, plus posée, un peu plus languide, moins bavarde. Elle entre facilement dans la peau de son rôle, car, comme toutes les femmes amoureuses, elle se modèle à l'humeur de son mari. Jay est fruste, d'une intelligence peu vive. Il veut être dominé. Tim est plus vif, plus impérieux, un brin romantique. Sue est le pôle positif de Jay. Pearl est le pôle négatif de Tim. Moralement, Sue ne se rend pas compte de sa duplicité. Elle est en paix avec sa conscience. Il est vrai que pour le moment, elle ne fait de mal à personne. Après avoir laissé par précaution la voiture de Jay dans un garage de San Diego, Sue, devenue Pearl, va rejoindre son mari Tim à la Galerie des Beaux-Arts. Greco, Murillo, Rubens, Goya, Zurbaran, Corot, Matisse. Belle salle lumineuse, conçue comme une clinique blanche. Tout au long de la visite, Tim parle du peu de goût que Jay a pour les arts. Quel dommage pour Sue. Mais Pearl prétend que Sue non plus n'aime pas les arts. Comment, dit Tim? Mais vous avez toutes les 2 les mêmes goûts, au point que c'en est stupéfiant. Mais Pearl proteste. Sue est une écervelée. Tim, en la défendant, provoque sa colère. Si tu me la préfères, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Un peu plus tard, Sue, qui, rappelons-le, est ce jour-là Pearl, commet une imprudence en refusant violemment que son mari l'accompagne chez la tante Livia. Or, Pearl n'est pas violente. Elle se rend compte de sa maladresse et pourquoi elle se radoucit bien vite. Mais Tim reste perplexe. Pearl, redevenue Sue, ne peut s'empêcher de rendre visite à Tim. Elle explique que Jay n'est pas encore arrivé. Elle trouve Tim triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tim rougit, la regarde longuement. Je suis laide? Oh non, dit-il, très belle, plus belle que... Que qui? Que Pearl, avoue Tim. Sue devient blême. Oh, ne vous méprenez pas, dit Tim, ce qui est fait. Mais c'est vous que j'ai toujours aimé. Pearl n'est qu'un produit de remplacement. Vous êtes plus vivante que Pearl, plus passionnée. La vertueuse indignation de Sue se transforme en mépris quand elle se trouve seule. Dire que cette idiote de Pearl n'est pas capable de garder son mari. Et soudain, elle éclate de rire. Un mois plus tard, prise à son propre jeu, Sue veut savoir ce que Jay pense de Pearl. Pearl, la douce, la tranquille, devance son mari et se rang chez Jay. Ils boivent un verre.
Pearl se fait plus douce, plus languide que jamais. Jay ne cesse de la regarder et soupire. « Qu'y a-t-il » lui demande-t-elle. « Pourquoi regardez-vous ce chignon avec tant d'insistance ?»« Il vous va bien, Pearl. Un jour, je laisserai tomber mes cheveux et Sue se fera un chignon. Vous ne nous reconnaîtrez pas. »« Si, » dit gravement Jay. « Vous, je vous reconnaîtrai toujours. Vous êtes plus calme, plus douce que Sue. Voyez-vous, Pearl, ce qui est fait, mais c'est dommage que je ne vous ai pas connue la première. » Pearl, la douce, serre les dents et gifle Jay à toute volée. Comme vous vous aimez toutes les deux. Comme vous défendez votre sœur. On aurait presque dit Sue dans des moments de colère. Pearl se radoucit. Qu'il ne soit plus question de cela. Mais Sue ne sait plus où elle en est. Serait-elle jalouse d'elle-même? Quand Tim revient, il est soucieux. Pendant 1 mois, toutes les nuits, sous le ciel du Pacifique, il a rêvé de Sue. Il veut en avoir le corps net. Il veut comparer les deux sœurs. Il ne les a jamais vues ensemble. Il frissonne en pensant qu'il rêve au fond de lui-même d'avoir les 2 femmes. Quand il frappe à la porte de Jay, Sue s'apprête à partir, puisque Jay embarque le lendemain soir. N'est-ce pas l'occasion ou jamais de déjeuner tous les 4? Jay est emballé par cette idée. Sue est en pleine panique. Jay suggère que l'on confie la tante Livia pour quelques heures à la garde d'une voisine. Sue objecte qu'il n'y a pas de voisin. Quand Tim propose d'envoyer une infirmière de la marine, qui acceptera sûrement de rendre ce service, elle ne peut refuser sans éveiller des soupçons. La seule chose à faire est de gagner du temps. Au petit restaurant, les 2 hommes sont attablés avec Pearl, qui est arrivée la première. Sue arrivera plus tard. Elle a, paraît-il, eu du mal à convaincre la tante Livia de se faire garder par une voisine. Pearl est nerveuse et se retourne tout le temps. L'arrivée d'un télégraphiste la soulage. Impossible venir, tante Livia, grosse crise subite. Désolé, amusez-vous bien, Sue. Mais Tim remarque qu'au lieu d'être affecté, Pearl semble être soulagée. Un an plus tard, c'est au tour de Tim d'embarquer. Les 2 maris parlent de la ressemblance des 2 sœurs. Elle va si loin que l'autre jour, quand Pearl s'est coupée au petit doigt, Sue s'est coupée presque au même endroit. Sue leur raconte qu'enfant, un jour, elle s'était cassé la jambe. On l'a ramenée chez sa mère. Lorsqu'une demi-heure plus tard, on a amené Pearl à son tour, elle s'était cassé la jambe aussi. Ah, des fois, mon vieux, on dirait que c'est la même femme. Cette réflexion de Jay touche Tim. Il lui reste 24 heures avant de reprendre la mer. Et il veut en avoir le cœur net. Tout cela ne tourne pas rond. Au fait, où habite exactement tante Livia? Il ne l'a jamais su. Il rentre et fouille dans les tiroirs de Pearl. Il trouve son agenda. Une adresse le frappe. Las Salinas, 62 Main Street. Or, Las Salinas est à 30 km. Cela correspond au temps que met Pearl pour aller chez sa tante. Il fonce vers le nord. Dans les collines, il ne voit pas le paysage, ni les champs d'arbres fruitiers, ni les éoliennes qui tournent doucement. Arrivé à Las Salinas, il trouve la bourgade endormie. 62 Main Street, un immeuble. Bizarre. Un immeuble. Il croyait tante Livia dans une villa. Il regarde les noms sur les interphones. Sue Brooke Miller. Il sonne. La porte ne s'ouvre pas. Il entre à côté dans un bar, commande une bière. Il y a là le patron, un gros homme endormi, un client, un petit vieux, tout seul, l'air retraité. Tim demande au patron « Je cherche une amie, Sue Brooke Miller. »« Je ne connais pas, » dit le patron. « Moi, oui, dit le petit vieux. Ah, je l'ai connue haute comme ça. Son père et moi étions copains. Une amie à vous? Je la connais depuis peu, elle m'avait donné rendez-vous ici. Ah, pas souvent là. Mais elle dit qu'elle doit travailler dans une agence de détective. Pourquoi? On la voit de temps en temps. Vient juste pour changer. Se changer? Ouais. Mon épouse, elle pense que Sue doit être détective. Avec tous ces changements de frusques. Tim paie un verre au vieux. Et sa tante Livia, vous la connaissez? Ah, bien sûr, dit le petit vieux. Tim se sent soulagé. Ah, une brave fille, Livia, dommage. Dommage que quoi? Dommage qu'elle soit morte comme ça aussi brusquement. Elle est morte? Oui. Alors peut-être que Sue est à l'enterrement. Oh, m'étonnerait, dit le vieux. Pourquoi? Elle est morte l'été 56, ça fait 11 ans. M'étonnerait qu'on enterre seulement maintenant. Il rit de sa plaisanterie et Tim manque de renverser son verre avant de poser une dernière question, la pire. Et la sœur de Sue, Pearl, vous la connaissez? Bien sûr, dit le petit vieux. Tim est complètement perdu. 2 jumelles frappantes, hein, dit Tim. Ouais.
Le petit vieux secoue la tête et soupire. Ah, une si jolie gosse. Bien plus douce que Sue. Quand je pense qu'il n'a eu que 6 mois, ce salaud de Los Angeles. Son père était bien malheureux. Ça l'a amené à la tombe. Mais comment ça, balbutie Tim, qui a peur d'avoir compris. Sue vous a pas dit? Non. À l'âge de 8 ans, à une rue traversée en courant, la Cadillac qui fonce, elle a été tuée sur le coup. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Tim n'entendait plus. Comme un fou, il est sorti. La scène d'explication entre Tim, Jay et Sue est indescriptible. On ne saurait dire si elle est comique ou tragique. Tout d'abord, les deux hommes s'abattent comme des vautours sur leur proie. Sue a les yeux baissés. Elle se laisse tout dire. Et puis soudain, elle relève la tête. Elle rit de colère et de honte. Et vous qui faisiez la cour, l'un et l'autre, à la femme de votre meilleur ami? Ils ne peuvent nier. Ils se regardent comme des étrangers. Tim s'en va en claquant la porte. Jay s'approche dessus et lui dit « Dire que j'aimais Pearl et que Pearl c'est toi. Je t'aimais donc doublement, voilà tout. » Dans le procès pour bigamie intenté à Sue Brookmiller, celle-ci risque 20 ans de prison. La magistrature locale s'en souvient encore. C'est Tim qui a porté plainte, alors que Jay, lui, a choisi d'être témoin à décharge. Au cours du procès, Sue refuse d'expliquer comment elle s'est procuré une double identité. Sans doute a-t-elle dû acheter de faux papiers. Quand le juge dit « Mais enfin, la supercherie devait fatalement être découverte un jour ou l'autre. Dans 1 an ou dans 20 ans, Jay et Tim cesseront de naviguer chacun leur tour. Quant à la tante Livia, vous ne pouviez pas la faire durer éternellement. Il fallait bien qu'elle meure un jour ou l'autre. Alors je me refusais à penser à l'avenir, répond Sue. Mais enfin, vous n'aviez pas songé à une issue? Si, elle y avait songé. Le jour où la situation serait devenue intenable, elle aurait fait disparaître l'une des 2 sœurs. Il suffisait d'une lettre d'adieu. J'en ai assez, je ne t'aime plus, je m'en vais au bout du monde. Et quelle est la sœur que vous auriez fait disparaître? Pearl ou Sue? Comment savoir aujourd'hui le mari que j'aurais préféré demain? Il semble bien que Jay ait choisi pour elle. Il supplie le tribunal d'épargner sa femme. Il l'aime et refuse de divorcer car il oublie tout. Il a bien des choses à se faire pardonner lui-même. Ce n'est pas la faute de Sue si elle aimait 2 hommes. Elle a fait pour le mieux. Il supplie qu'on lui épargne la prison. L'avocat n'a presque rien à dire. Sue, en larmes, est condamnée à seulement 6 mois de prison. Avant qu'on l'emmène, Jay lui dit ce que tout le monde attendait. « Je t'attendrai, Sue. » L'épilogue. Ministère de la Marine des États-Unis, 11e district, centre de subsistance de San Diego. Au quartier maître, Tim Koenig. Sommes informés. Avez indûment perçu prime de logement accordée cadre subalterne marine marié. Au terme du jugement rendu par la Cour, n'êtes pas légalement marié. Arriéré prime perçue retenue sur votre solde. Comme quoi, la curiosité est toujours punie. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vous embarque dans une grande histoire en 4 épisodes.
pour vous raconter comment s'est construite la conviction de Robert Badinter qu'il fallait abolir la peine de mort en France. Et cette conviction se construit autour de 2 procès. Le procès de Roger Bontemps en 1972, dont Maître Badinter ne parvient pas à sauver la tête, et qu'il voit mourir sous la guillotine à la prison de la Santé. Et le procès 5 ans plus tard, en 1977, de Patrick Henry, qui échappe à la guillotine. C'est le moment où se construit sa conviction. Et ça le conduira, en tant que garde des Sceaux, des années plus tard, à abolir la peine de mort. Entrer dans sa tête à ce moment-là est absolument passionnant. Je tire cette histoire de 2 livres parus à l'époque chez Fayard et désormais disponibles en livre de poche, L'exécution et l'abolition. Nicolas Loupien m'a aidé à écrire cette longue histoire dont voici le premier épisode. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Mon maître, Henri Torres, m'a dit un jour quand j'avais 25 ans et que j'étais plein d'ardeur et de raisonnement, « Tu verras, Robert, la mort du condamné, c'est l'injustice à l'état brut. C'est celle qui ôte à l'avocat sa raison d'être, parce qu'elle est définitive, parce qu'il ne peut plus rien, parce qu'il ne pourra plus jamais rien pour celui qui l'a défendu. C'est le mur, Robert, c'est le mur lisse. Une fois que tu l'auras rencontré, que tu auras éprouvé que le chemin s'arrête là, alors tu te poseras les vraies questions. Et là, tu seras devenu un avocat. Enfin. Durant l'été 1971, dans la cour de promenade de la centrale de Clairvaux, dans l'Aube, Claude Buffet, condamné à perpète pour le meurtre d'une femme, rencontre un autre condamné, un braqueur, Roger Bontemps, qui en a pris pour 20 piges et qui, depuis, ne rêve que d'évasion. Le 21 septembre 1971, Buffet et Bontemps passent à l'action. À 8h du matin, ils s'engouffrent dans l'infirmerie. Buffet est armé d'un couteau de 20 cm. Et ils prennent l'infirmière et un surveillant en otage. Et ils appellent le directeur. « Monsieur le directeur, ici Buffet. On occupe l'infirmerie. On est armé, hein. Et on tient l'infirmière et un surveillant. Donc vous dites à vos subordonnés de rester tranquilles, sinon le sang va couler. Sinon je fais un carnage. Appelez le procureur de Troyes. Dites-lui de venir immédiatement. Vous avez 1h30, hein. Sinon, j'ouvre les veines de l'un des otages. Si vous tentez un coup de force, je les exécute tous. C'est compris? Il réclame des armes et 2 Citroën DS pour s'enfuir. À 4h du matin, 25 gendarmes font sauter la porte de l'infirmerie. Les 2 mutins sont neutralisés. Et dans l'infirmerie, on découvre le surveillant égorgé et l'infirmière encore vivante, mais pas pour longtemps. Claude Buffet et Roger Bontemps sont renvoyés devant la cour d'assises de l'Aube. On ne voit pas comment ils peuvent échapper à la peine de mort. Roger Bontemps désigne 2 avocats pour le défendre. Philippe Lemaire, qui l'accompagne dès le début de l'instruction, et Robert Badinter, 44 ans, qui rejoint le dossier en vue du procès. Je vais le voir pour la première fois à la maison d'arrêt de Troyes. L'administration a choisi de détenir Buffet et Bontemps dans le quartier des femmes pendant tout le procès. Et pour mieux assurer leur surveillance, elle l'a fait vider. Maître Lemaire, Maître Badinter, suivez-moi s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu Bontemps. Et l'ai-je d'ailleurs vraiment vu. Bontemps, je dois le défendre. Et défendre, ça n'est pas aimer. Ça n'est même pas connaître, hein, celui qu'on défend. Ce qu'on aime, ce qu'on connaît bien, on les défend mal. Non. La défense doit être froide, raisonneuse, logique. Et cette passion, ça n'est pas dans la personne même de l'accusé qu'elle prend sa source. L'avocat n'a qu'une seule passion. Défendre. Défendre. Défendre.
jusqu'à en être possédé. Votre client, maître. Quand la porte s'ouvre, Bontemps nous sourit, et je le verrai d'ailleurs toujours sourire. Il sourit parce qu'il est content de voir ses avocats. Nous avons très peu de temps, quelques heures seulement, pour mettre au point avec lui les grandes lignes de sa défense. Lui dire comment nous voyons les débats, le préparer à son rôle, et je l'observe pendant qu'il parle. Il a la tête enfoncée dans les épaules, ça lui donne une allure brutale. Et sa voix est mal timbrée, mal posée. Quand il s'énerve, ça tourne au fossé, ça colle mal avec ce corps puissant. Il se tourne vers moi, il ne m'a jamais vu. Et vous? Vous en pensez quoi, maître? Vous voyez les choses comment? Vous vous en sortirez, Bontemps. Sûr, maître? Absolument. Nous démontrerons que vous n'avez pas tué, que vous n'avez pas porté de coups de couteau, que vous n'avez pas de sang sur les mains, Bontemps. Et on ne tue pas celui qui n'a pas tué, n'est-ce pas? Il n'y croit pas. Oh, je le vois bien. En traversant à nouveau la cour, je me surprends à compter mes pas comme si je mesurais la distance qui sépare Bontemps de la liberté. Ensuite, nous allons au palais de justice de Troyes. Depuis 20 ans que je suis avocat, les lieux où l'on rend la justice exercent sur moi une fascination. Je vais m'asseoir au fond de la salle, dans le public. J'écoute. Je hume. Je me dis qu'il s'est passé là des drames dont l'histoire n'a pas retenu la trace, et dont demeure quelque chose, invisible mais pesant. Mais au palais de justice de Troyes, je n'éprouve rien de tel. Il est neuf. J'ai l'impression d'entrer dans une clinique vide, dans une maison de la culture sans aucune grâce. La salle d'assises avec ses bois clairs vernis de frais est comme aseptisée. On dirait que rien ne s'y est passé. On est en train d'installer des micros et des haut-parleurs. Ah, vous êtes dans le dossier, maître? C'est pour permettre à ceux qui ne pourront pas entrer de suivre les débats à l'extérieur. Un procès, c'est une stratégie, une ligne de défense et d'attaque. Philippe Lemaire m'a convaincu que ce qui menace Bontemps, c'est qu'on ne le distingue pas de Buffet. À moins qu'il y ait au moins 5 jurés hostiles à la peine de mort, Robert, Buffet sera condamné, c'est sûr, à mort. Il faut qu'on parvienne à dissocier le cas de Bontemps. C'est ça l'enjeu. C'est ça notre enjeu. Car Buffet a reconnu avoir égorgé seul le surveillant et donné un coup de poignard à l'infirmière. Le second coup, de l'autre côté de la gorge, il dit que ça n'est pas lui. Mais pour autant, il n'accuse pas Bontemps, même si au final, le résultat est le même. D'autant qu'un détenu infirmier dit qu'au moment de l'assaut, il a vu Bontemps entraîner l'infirmière au fond de la pièce et faire un geste dans la pénombre qui lui paraissait être un coup de couteau. Mais moi, je crois que Buffet ment. Je crois que Buffet veut entraîner Bontemps avec lui dans la mort. Que son obsession, c'est de s'assurer que Bontemps subira avec lui les conséquences de leur entreprise, comme il aurait bénéficié du succès de leur évasion. Bontemps, lui, est catégorique. Il n'a jamais donné de coup de couteau à l'infirmière. Il n'a jamais tué personne. L'essentiel est là. Si nous parvenons à établir que Bontemps n'a pas donné de coup de couteau, tous les espoirs sont permis. Un procès, tu vois, Robert, ça se gagne à coup d'évidence. Dans le livre, on dit que le doute doit profiter à l'accusé. Tu parles. Le doute ne suffit pas. C'est en arrachant le rideau noir qui bouche la fenêtre que tu montres que le jour est le jour et non pas la nuit. Et ça, tu n'y arriveras pas avec des raisonnements subtils ou en glosant sur des détails. Pour qu'il te croie, Robert, il faut qu'il te croie complètement. À moitié cru, Robert, c'est totalement perdu. C'est la règle du jeu. Après-demain, le procès commence. Philippe Lemaire va défendre l'homme.
Il va tenter de faire comprendre aux jurés comment Clairvaux a désespéré Bontemps. Et moi, je vais me battre sur les faits. Je dois établir que Bontemps n'a pas donné de coup de couteau. Mon maître avait raison. Il faut dégager les évidences jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre doute possible. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Je me suis acheté un Opinel dans une armurerie. Et il est là, posé sur ma table. C'est ça, l'arme de Bontemps. Ce petit couteau était en vente libre à la cantine de la prison. Je le regarde, je le prends en main. La lame est étroite, et elle est assez courte, 10 cm. Or, l'un des coups portés a traversé la gorge de 15 cm. Et Buffet avait un poignard de 20 cm, large de 8 cm. Il l'avait fait fabriquer par un détenu contre 20 paquets de cigarettes. Ce coup-là, c'est Buffet qui l'a porté. Et l'autre coup, le second, c'est celui que Bontemps est accusé d'avoir donné. Et là, la plaie est béante. Elle est large, mais elle est moins profonde. C'est ce coup qui a entraîné la mort de l'infirmière. Le juge d'instruction, évidemment, a commis des experts. Ils ont conclu que les 2 blessures ont été faites par la même arme, le poignard de Buffet. Mais ce rapport a été annulé par la chambre d'accusation, parce que les experts, au lieu de s'en tenir à des constatations, ont émis une opinion. Et le rapport a donc été retiré du dossier. Interdit d'en faire état. J'en ai une copie, sous les yeux. C'est mon arme essentielle. Mais la loi m'interdit de m'en servir. Mais il y a pire encore. Le juge, après l'annulation du rapport, a commis à nouveau les mêmes experts. Il a juste changé la question. Il leur a demandé s'il fallait exclure la possibilité que la blessure la plus large ait été portée par l'Opinel. Et ils ont conclu que l'hypothèse ne pouvait être absolument rejetée. On est donc passé d'un rapport qui innocente Bontemps et dont je ne peux pas me servir, à un rapport qui l'accable et qui est dans le dossier. Quand l'expert viendra à l'audience, je partirai du rapport numéro 2 pour évoquer le rapport numéro 1. La loi me l'interdit, mais il y va de la tête d'un homme. Le courage pour un avocat, Robert, c'est l'essentiel. Le reste, le talent, la culture, la connaissance du droit, c'est utile, mais sans courage, ça ne compte pas. Ça y est, tout est prêt. J'ai classé mes notes, j'ai placé les pièces afférentes à chaque problème sous des chemises différentes. Un écolier, à la veille de la rentrée. Ça m'apaise de faire ça. Et ça me permet d'échapper à la tension intérieure qui monte en moi toujours, à la veille d'un procès. Je suis prêt. Mais rien n'est acquis, Comment est-ce que je serai à l'audience? Est-ce que ce sera un jour de grâce où tout est facile? Ou bien est-ce que mystérieusement, toute la peine que j'ai mise dans la préparation de mon dossier ne va pas s'engloutir dans la grisaille d'une expression médiocre? En justice, rien n'est gagné, comme en amour. Si celui qui vous écoute ne sent pas grandir la passion qui vous anime quand vous plaidez. Il y a quelque chose de la possession physique dans l'éloquence. Tu sais, Robert, plaider, c'est bander. Et convaincre, c'est jouir. Jouir. Il y a aussi des fiascos. Des fois où je vais à l'audience comme à un rendez-vous, j'en ai rêvé chaque instant, je me prépare à plaider jusqu'à l'étreinte, et puis, d'un coup,
Je m'ennuie dans mes explications. Comme auprès d'une femme soudain devenue laide. Je fouaille la bête. Mais rien n'y fait. Ma vie professionnelle n'a de sens que par le combat qui va commencer demain à 3. Je ne suis devenu avocat que pour le jour venu sauver la tête de Bontemps. Je suis prêt. Lorsque j'arrive à 3, je trouve une atmosphère de festival. La ville est envahie de journalistes. Le procès est partout. Il s'affiche sur les kiosques, il est retransmis dans les postes, et j'entre dans le premier café venu. Au comptoir, il n'est question que du procès. Oh ben moi je peux te dire des gens comme ça. Moi je les aurais exécutés sans jugement, hein. Vite fait, bien fait. Oh, allez donc. À l'hôtel c'est pire. On est tous là. Les avocats, les journalistes et même les magistrats. Comme les acteurs d'une tournée. Je monte dans ma chambre. J'ouvre la fenêtre. Une rumeur monte de la nuit. Est-ce que Bontemps l'écoute aussi? Dans sa cellule? Ou alors peut-être qu'il dort. L'audience, petit. L'audience, c'est la mer. Elle te porte ou elle t'emporte. N'essaye surtout pas de nager contre les courants. Tu te fatiguerais vite. Tu vois l'avocat à l'audience? C'est un marin. Ceux qui sentent la mer, vivante en eux, sont les maîtres de la mer. Les autres, ceux qui raisonnent le nez collé sur leurs cartes, leurs compas, leurs boussoles, tu peux être sûr qu'ils finiront quillés en l'air. Si tu ne sens pas l'audience, alors ne sois pas avocat, petit. Deviens, je ne sais pas, professeur ou notaire, mais reste à terre, ou tu couleras. Par la longue clameur qui s'élève de la rue, à mort, à mort, à mort, je sais qu'ils sont arrivés au palais. C'est contre elle qu'il va falloir que je me batte. Contre cette foule. Garde, je vous prie, faites entrer l'accusé. Et là, un immense soupir monte de la salle. Ce sont donc eux, les assassins de Clairvaux. Et les gens attendent des monstres. Et ils voient apparaître des hommes. D'un coup, le maléfice disparaît. Ça n'est donc que cela qu'un assassin. Et ils vont passer le reste de l'audience à guetter, à essayer de surprendre ce qui, chez ces hommes, trahirait le monstre. Ils seront sans doute déçus. Juger des hommes quand on attendait des monstres. Quelle déception. Claude Buffet entre le premier. Je ne le connais pas, et je n'ai pas à le connaître ni à m'intéresser à lui. Seuls ses avocats, Thierry Lévy et Rémi Crost, peuvent dire qu'ils le connaissent, ou qu'ils ont essayé. Et d'entrée, l'attente du public n'est pas déçue. Le champion se révèle au premier échange. Monsieur le Président, je voudrais rester assis pendant les interrogatoires. Je vais rester assis, en fait. Il va jouer son rôle à la perfection. Se révéler tel qu'on l'attend. Froid. Impitoyable. Il va assumer entièrement le personnage de Claude Buffet, l'assassin. Ne rien faire pour sauver sa tête. Et ça n'est pas bon pour Bontemps. Parce que s'il apparaît sincère, si ses propos sonnent comme la vérité, alors pourquoi mentirait-il pour en perdre un autre? D'autant que Bontemps est mauvais, nul dans son rôle d'accusé. La tête rentrée dans ses épaules trop larges, le visage ingrat, les paupières qui clignent sans cesse et qui escamotent son regard. Pour des raisons que j'ignore, on ne lui a pas donné ses lunettes. Il est myope à l'extrême, il va vivre ses journées dans une sorte de flou. Après le procès, il me dira « On peut tout glisser, maître. Il y avait guère que Buffet que je voyais bien. » Pour Buffet, la mort est à présent le plus sûr moyen d'échapper à la prison. L'instinct de mort le possède. Il l'emporte vers la guillotine, elle exerce sur lui une fascination. Enfin, Buffet a toujours égorgé ses victimes. Et maintenant,
La lame brille, immense, toute proche, dressée devant lui. C'est l'apothéose, secrète et attendue. On les interroge tous les deux sur les faits. Et Buffet, avec la même sûreté, le même art, donne des détails. Il raconte comment il a égorgé le surveillant et reconnaît avoir donné un coup de poignard à l'infirmière. Je l'ai fait par réflexe, je dirais. J'étais à genoux, j'essayais de sortir une porte de second pour barricader l'entrée. Elle est tombée sur moi, quoi. Une fois de plus, il n'accuse pas Bontemps. Il ne dit pas « je l'ai vu porter le coup de couteau à l'infirmière ». Je quitte le banc de la défense, d'où je ne le vois que de profil, et je vais l'observer de face, comme la cour et le jury. Il est formidable. Il ment, mais je sens que la conviction commence à se forger chez les jurés que c'est Bontemps qui a porté le coup mortel. Il faut agir vite. Je croise le regard de Philippe Lemaire, je lui fais signe, nous sortons nous concerter. Enfin, ne laisse pas le jury glisser loin de toi, Robert. Sinon tu le retrouves dans les bras de l'accusation. Rappelle-toi que c'est toujours plus facile de condamner que d'acquitter. Si tu ne réagis pas, si tu ne résistes pas sans cesse, tu te retrouves en bas de la pente. Alors si tu sens que la partie est mal engagée, tu romps, brutalement et vite. Tu pousses ta botte. Tu n'es pas sûr pour autant de gagner la partie, mais si tu n'agis pas, tu es sûr de la perdre. Fonce! Frappe! Parfois c'est une question de minutes. Tu te laisses gagner par l'indifférence, par l'incertitude ou par la fatigue, et c'est trop tard. C'est fini. La glace a pris. L'interrogatoire de Buffet est terminé. Des questions du côté des parties civiles? Oui, maître. Je suis debout pour marquer ma présence. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai bien préparé des questions à Buffet, une sorte de grille, mais l'homme est redoutable. Il faut procéder autrement. Et ça n'est pas simple, hein. Le code de procédure pénale prévoit que les questions doivent être posées par l'intermédiaire du président. Ce qui revient à stériliser les contre-interrogatoires. On ne peut pas surprendre le témoin par une question imprévue. Et puis il y a une règle. Un avocat ne peut pas aggraver les charges qui pèsent sur un autre accusé que son client. Et donc je ne peux pas attaquer Buffet. Je n'attaquerai pas Buffet. La défense a-t-elle maintenant des questions à poser aux accusés? Oui. Oui, si vous le permettez, Monsieur le Président. Je veux d'abord rappeler ici que Buffet accusé n'est pas tenu de dire la vérité. Que tout accusé a le droit de dire vrai ou faux. Ma question est pour Roger Bontemps. Et là, je presse Bontemps de questions rapides. Il doit répondre oui ou non. Et je le reprends sur des imprécisions. Et je vois bien qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Son avocat qui se transforme en procureur. Il se sent trahi. Et dans son affolement, il donne enfin l'impression de livrer la vérité. Et je vois l'attention du jury qui monte. La surprise est en train de jouer en notre faveur. Et je surprends même une lueur d'intérêt dans les yeux de Buffet. Et là d'un coup, je m'adresse à lui, je lui fais préciser sa version. Et puis, je reviens vers Bontemps, toujours avec la même dureté, la même sécheresse. Je lui parle comme à mon adversaire, mon ennemi. Enfin, Bontemps, maintenez-vous vos déclarations. Il est là, dressé, presque hagard, devant son avocat, qui le traite comme même l'avocat général ne l'a pas traité. Et là, il trouve des accents de sincérité. Là, il trouve une force surprenante pour crier qu'il dit la vérité, qu'il n'a pas frappé l'infirmière. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Jurez-le, Bontemps. Jurez-le. Je le jure. L'effet est prodigieux. Pour la première fois, il a le ton juste. Il donne l'impression d'être sincère. Les jurés sont enfin ébranlés. Ils ne sont plus sûrs de rien. Et l'avocat général est hors de lui. Mais enfin, c'est un scandale. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Un avocat qui ose faire prêter serment à l'accusé de dire la vérité. C'est un scandale. Il a raison. Mais le point est gagné. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain matin à 8 heures.
Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.